Bien, messieurs, dames, bonsoir. Je m'appelle Valérie Burté, je suis enseignant-chercheur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en biochimie, biologie moléculaire. Et j'ai le plaisir ce soir de vous accueillir au nom de la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie en tant que vice-présidente en charge de la recherche et des questions de relations internationales de l'université. Alors pour ce ciné-débat autour des sciences participatives, donc ces sciences qui sont faites finalement avec et pour la société, par des non-scientifiques au service des projets de sciences et qui sont au niveau national, hein, dans notre jargon, par notre ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, tout à fait la trajectoire vers laquelle il faut que nous, les scientifiques, nous œuvrions afin que les travaux que nous menons et les résultats que nous obtenons soient plus disponibles, soient plus au service des populations pour lesquelles finalement nous les menons. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça. C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir des événements en partenariat ici avec Empreinte, le WWF, tous nos collègues et partenaires institutionnels et du CRESICA. Je vous souhaite un bon ciné-débat et de bons échanges. Merci beaucoup. Merci Valérie. Alors, bonsoir et merci d'être là. Ce soir, c'est un peu une soirée VIP. Alors, la soirée est également en duplex avec l'antenne de Baco, où il y a aussi un petit peu de monde. Bonsoir le public de Baco. Et merci d'être là. Voilà. Donc, on est très content de pouvoir faire ce duplex parce que des projets de sciences participatives, il y en a un petit peu partout en Nouvelle-Calédonie. Donc, je vous informe que la soirée, comme à son habitude, est filmée dans son intégralité. Elle sera diffusée sur Calédonia le samedi 2 juillet à 10h et à 14h. Et comme d'habitude, elle sera disponible en replay permanent sur YouTube et sur la chaîne du site. Alors, peut-être pour commencer, moi, j'aimerais savoir, parmi vous, à Nouméa et à Koné, qui participe ou a déjà participé à un projet de sciences participatives ? Allez, levez la main bien haut. On en a quelques-uns. À Koné aussi. Oui, il y en a aussi. Très bien. Super. Alors, une deuxième question. Qui parmi vous a sur son smartphone une application de sciences participatives ? Allez, levez bien. Oh, il y en a pas mal. Hein. Et là, et à Koné aussi ? Ouais, très bien. Bon, c'est super tout ça. Bravo. J'espère qu'il y en aura encore plus après cette conférence. Alors, je voulais juste, avant de vous projeter l'émission Empreinte, vous faire un petit tour d'horizon, enfin un petit historique des sciences participatives, très bref. Savez-vous qu'en France métropolitaine, les sciences participatives en biodiversité, telles que nous les connaissons aujourd'hui, ont émergé en 1989 ? Donc ça ne date pas d'hier, hein, avec un projet qui va faire plaisir à notre partenaire Hubert Géraud. Et vous savez pourquoi ? Pour ceux qui connaissent Hubert, parce que c'était un projet sur les oiseaux. Voilà, Hubert est un expert en ornithologie. Donc, il s'agissait du suivi temporel des oiseaux communs qui a été coordonné donc, par le Muséum d'histoire naturelle. En Nouvelle-Calédonie, on n'est pas en reste parce qu'on a suivi très très rapidement. Le premier projet de sciences participatives a été créé en Nouvelle-Calédonie par une scientifique bien connue du grand public. Alors aussi, je vais vous laisser deviner. Koné, vous avez le droit d'intervenir aussi, hein, si vous trouvez. Alors, il s'agissait, c'était il y a longtemps hein, aussi, c'était en 1994, donc il y a 28 ans. Et ça concernait des animaux marins. Alors, il y en a des moyens et des très très grands, ils sont emblématiques. Les baleines, c'est ça que j'ai entendu, effectivement. Il s'agit de Claire Garrigue qui a lancé avec l'association Opération Cétacés les premières fiches d'observation des cétacés en Nouvelle-Calédonie. Donc c'était il y a 28 ans. Ces fiches, elles étaient distribuées à l'aquarium, dans les marinas et même dans les librairies à l'époque où il y en avait encore beaucoup. Donc, depuis, nous sommes passés des fiches d'observation papier aux applications mobiles. Et donc, grâce notamment, en tout cas pour ce projet-là, à l'application Mobi, qui a été créée donc, en 2014 par le WWF, avec bien sûr l'expertise d'Opération Cétacés. Donc, depuis, évidemment, il y a énormément de projets qui ont émergé. Vous allez le découvrir dans l'émission
empreinte, donc qui dure 26 minutes. Et puis on se retrouve juste après avec nos intervenants pour débattre de tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne projection. Observer la nature et en faire profiter la communauté scientifique, c'est ce qu'on appelle les sciences participatives. En devenant des observateurs, nous pouvons ainsi contribuer à l'amélioration des connaissances scientifiques sur la biodiversité pour mieux la protéger. Nous sommes ici sur l'atoll d'Ouvéa qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO. Et sur cette île, la population est particulièrement soucieuse de l'état de santé de son environnement, surtout des récifs coralliens, Sandrine. Effectivement, les récifs coralliens sont une ressource alimentaire très importante, surtout dans ces îles où les gens vivent les pieds dans l'eau. Donc protéger ces récifs, c'est protéger ce qu'on a dans l'assiette, c'est également se protéger contre la houle océanique. Énormément d'avantages à avoir des récifs coralliens. Donc quand il y a des déséquilibres environnementaux, c'est l'ensemble de la qualité de vie des habitants qui s'en trouvent dérangés. Alors ces déséquilibres environnementaux, ils peuvent avoir deux causes. Une cause humaine qui peut être due à la pollution ou à la surpêche, ou une cause purement naturelle qui peut être due aux événements climatiques, ça peut être les cyclones ou encore le réchauffement climatique. Et il existe, pour suivre l'état de santé de ces zones de récifs, il existe un outil de sciences participatives que tu coordonnes ici en Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait. Donc, ça s'appelle le RORC, donc le réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie, qui est un réseau de surveillance citoyenne de la santé des récifs. Donc, tout autour de la Grande Terre et des îles Loyauté, nous avons 88 récifs que nous suivons chaque année, soit en bouteille, donc par exemple avec l'association Paladalic ou les techniciens de l'aquarium, donc qui réalisent des observations avec la bouteille dans le dos, ou alors, comme ici dans les îles, avec un masque tuba en apnée. D'accord, donc ce sont des observateurs et tout le monde peut devenir observateur ? Je dirais oui, tout le monde peut devenir observateur à partir du moment où vous êtes un petit peu à l'aise dans l'eau. Et il faut bien entendu suivre une formation de manière à ce que les données aient une qualité scientifique suffisante pour renseigner les gestionnaires sur l'état de santé des récifs. Est-ce que tu souhaites participer à notre suivi aujourd'hui ? Ah, mais absolument. Alors par contre, il y a une petite formation avant, donc d'accord. Je t'invite à la suivre. Ah bah allez, avec plaisir. Ah bah regarde, il y a la bande qui est là déjà. Bonjour. 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 Ça va ? Allez, suivez-moi. Tiens, Elisabeth, je te donne une plaquette là, comme les autres observateurs. Merci. Sur les suivis des récifs, on regarde plusieurs choses. Donc on va regarder d'abord ce qui est habitat. Donc c'est tout ce qui est collé au fond là. Donc c'est les coraux durs, coraux mous, les algues, les éponges, etc. Ensuite on va regarder les poissons. Donc les poissons qui vivent dans le récif, mais particulièrement ceux qu'on mange. Donc les saumonets, les dawas, becs de canne, et aussi les poissons qui ont un message fort sur l'état de santé des récifs, comme par exemple les espèces herbivores, qui vont gratter la couverture en algues et permettre aux coraux de se placer. Donc ça c'est pour le compartiment des poissons. Et enfin pour les invertébrés, donc c'est tout ce qui est oursins, bénitiers, coquillages, toutous, etc.
Donc ce suivi, il est sur des espèces cibles, c'est-à-dire uniquement sur un certain nombre d'espèces qui donnent un message fort sur l'état de santé du récif ou son exploitation. D'accord. Donc il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, on a 3000 espèces de poissons, 15 000 espèces d'invertébrés, 400 espèces de coraux. On ne va pas s'amuser à tout décrire par le menu détail. Donc nous, on se base uniquement sur des espèces qui sont indicatrices d'un état. D'accord. Voilà, donc pour l'exercice, là, on va faire le transact école donc sur l'habitat. Donc regardez, je vais vous donner des fiches. Tiens, Nous, on va se mettre vous ensemble. mettez ensemble tous les deux? Ok. Allez. Allez, je te suis. Ça tombe bien, Nash a bien l'habitude de le faire, comme ça il va pouvoir t'expliquer un peu. Alors venez par ici, là. Donc Le zéro, on va ensuite, considérer le que deuxième c'est point, D'accord. il est Là, 50 Ici. cm. ok. Donc là, on voit que c'est un corail qui est un peu, il est abîmé, quoi, il est mort. Ouais. Donc, Du coup, c'est quel RC. Et au niveau Ouais. du zéro, RC. Ouais. Ça, c'est le débris, voilà, tu vois, c'est le corail mort, là, tu vois. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Alors, les données, en fait, elles sont partagées de manière très très large. Donc, il faut savoir que déjà, la première chose, c'est de donner une indication sur la santé des récifs aux gens qui habitent sur la zone. Ça, c'est quand même la première chose. Ce sont eux les observateurs. Donc, cette donnée, elle est déjà restituée à la population des différentes zones sur lesquelles on va faire les suivis. Ensuite, elle sert aussi à renseigner nos gestionnaires, donc les provinces, donc nord, sud et îles, sur l'état de santé des récifs, de manière à ce qu'eux puissent prendre des mesures qui soient adaptées à la condition du récif. On les partage aussi avec des scientifiques. Il y a des groupes de scientifiques, qui soient français ou internationaux, qui ont besoin d'avoir des données pour évaluer la santé des récifs, qu'ils soient au niveau mondial, au niveau régional pacifique, de manière à pouvoir avoir des indications et créer aussi des indicateurs avancés sur cette connaissance scientifique sur la santé des récifs. Ok, maintenant qu'on a fini la formation, on va pouvoir aller en mer. On a les bateaux qui sont là-bas. Donc on prend un palmas que tu bats et puis on y va. Ouais, donc à Ouvert, vous êtes vraiment très impliqués dans le suivi de l'environnement. Hein. Oui, chouette. pour nous, c'est aussi un devoir aussi pour nous, parce que voilà, comme on dit, c'est notre garde-manger. Donc il faut qu'on prenne soin, on veille dessus. D'où voilà l'importance d'être avec l'Aurore pour aussi connaître l'état de santé de nos récifs. Ouais, c'est clair. Nous arrivons à Fassi, un des récifs que nous suivons sur Ihaï Nord. Donc on est dans les Pléiades du Nord et depuis 2018, nous surveillons ce récif. Nous sommes prêts à nous mettre à l'eau. Au démarrage d'un suivi, donc on pose d'abord un décamètre, donc sur 100 mètres de long, en s'aidant des piquets métalliques qui sont sur les fonds et qui nous indiquent l'endroit où on doit faire nos observations année après année. Les premières personnes qui partent sont les compteurs de poissons, donc qui comptent les poissons sur 2,50 m de large de part et d'autre du ruban. Ensuite, on effectue un comptage des bébés coraux, donc tous les petits coraux qui font moins de 5 cm, qui nous donnent une indication du potentiel de régénération du récif. Ensuite, il y a des personnes qui font un suivi sur les habitats, donc ils étudient la nature du fond. Et enfin, plusieurs binômes qui vont comptabiliser les invertébrés et les perturbations, donc sur 2,50 m de large de part et d'autre du ruban. Donc toi, Elisabeth, tu étais en binôme avec Nash. Qu'est-ce que tu as pu observer ? Alors, nous avons observé, on a vu des tout petits bénitiers, des bébés de 5 cm. Ensuite, on a vu beaucoup d'oursins. Et puis, sur la dernière partie du transept, on a vu quelques coraux qui avaient des taches blanches. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Alors, les coraux blancs, en l'occurrence ceux que nous avons vus aujourd'hui, sont stressés par la température. Leur couleur blanche indique que la température de l'eau est anormalement chaude pour la saison. Oui, parce que c'est vrai que cette année, on est encore sur un épisode La Niña, et il a fait extrêmement chaud. Mais ce n'est pas quelque chose qui va durer, ce blanchissement sur les coraux. Alors le blanchissement est lié au fait que les animaux polypes coralliens vont rejeter leurs algues symbiotiques. Donc on va voir leur squelette blanc
par transparence, puisque le tissu devient donc transparent. Dès que la température de l'eau redescend, les algues symbiotiques sont réintégrées à l'intérieur du tissu du corail et il reprend sa couleur. Donc effectivement, c'est un phénomène qui peut être temporaire. L'objectif des suivis du RORC est de faire une surveillance sur le long terme pour apprendre à connaître nos récifs et connaître justement leur évolution, qu'elle soit dans la dégradation ou l'amélioration. On vient tout juste de commencer puisqu'on est à la 5e année de suivi. Donc écoute, nous, l'année prochaine, on sera là pour continuer le travail. Je t'invite à te joindre à nous pour continuer cette belle aventure. Eh bien, écoute, avec plaisir. Merci beaucoup, Sandrine. Merci Elisabeth. Grâce aux nouvelles technologies, une participation massive de la population à l'observation de la nature a été rendue possible. Désormais, les plateformes collaboratives et les applications mobiles permettent à des milliers de participants de pouvoir s'engager. Nous sommes ici dans le parc provincial de la Dimbéa, sur le bras nord de la rivière, qui est un très bel endroit, au sein d'ailleurs d'une très jolie végétation. Et tous les deux, vous êtes coordinateurs de l'association Endemia, qui gère une plateforme collaborative en ligne. C'est le site endemia.nc, qui a pour mission de recenser toute la biodiversité calédonienne. C'est ça, ouais. Donc en 2001, l'association a été créée pour héberger ce site internet par une famille de passionnés de plantes et d'oiseaux. Et au fil des années, de plus en plus de contributeurs sont arrivés et le site est devenu une référence sur la biodiversité indigène et endémique de Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, vous avez combien d'espèces qui sont recensées sur ce site? Alors aujourd'hui, on peut effectivement dire que c'est un site de référence puisqu'on a près de 15 000 fiches espèces, donc faune, flore et champignons, et ce qui représente presque 35 000 photos. Alors ici, on est surtout au milieu d'une flore qui est très riche. C'est un lieu qui est très connu des Calédoniens. La rivière d'Imbéa, tout le monde vient y passer un peu de temps le week-end ou pendant les vacances, mais peu de personnes sont capables de nommer ce qu'ils voient. Donc, par exemple, là, je vois un arbuste avec des petites fleurs blanches, chancard. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme espèce? Alors ça, c'est une espèce assez commune de maquis et de bord de rivière aussi. Les botanistes la connaissent bien, mais le grand public ne connaît pas forcément son nom. Et donc, on peut l'identifier. Toi, tu peux l'identifier, Elisabeth, avec une application qu'on peut télécharger là et que tu peux utiliser. Ah bah écoute, moi, je veux bien me prêter au jeu. Alors, qu'est-ce que c'est comme application? Alors, c'est une application qui s'appelle PlanteNet. Ok, donc je peux la télécharger directement que tu maintenant. trouves sur les stores classiques. Ok, alors attends, je vais le faire en direct. Donc voilà, tac. Donc PlanteNet, je télécharge. Ok, ça charge. C'est assez rapide, c'est pas une application très lourde. Voilà, et ben écoute, ça y est, elle est sur mon téléphone, donc Ok. je l'ouvre. Ouais. Donc à la première ouverture, l'application va te demander de choisir une thématique ou un secteur géographique. Donc ici, on est en Nouvelle-Calédonie, donc tu vas choisir flore de Nouvelle-Calédonie. Ah oui, effectivement. Ok, ça y est. Voilà. Nouvelle-Calédonie. Et là, on peut y aller. Tu as le petit appareil photo en bas au milieu sur lequel tu peux aller Ok, et voilà. faire ta première observation. Alors, donc qu'est-ce qu'il faut que je photographie? L'arbuste dans son ensemble? Alors pour les premières photos, c'est mieux de prendre des organes isolés. Donc ce qui marche le mieux, c'est les fleurs. Mais s'il y a des fruits, tu peux aussi prendre en photo les fruits ou les feuilles, la tige. Alors là, je fais un gros plan Ouais. de la fleur. Alors, Aurélie, est-ce que tu pourrais me tenir la tige, s'il te plaît? Voilà. Alors, peut-être avec... c'est pas grave, si à ta main, sur la photo, quand même que ça soit net. Oui. Ok, c'est bon. Donc là, je fais utiliser. Voilà. Ensuite, il faut que tu choisisses l'organe que tu as voulu mettre en évidence. Donc là, c'est la les fleurs. fleur. Voilà. Là, ça envoie une requête automatiquement. Et on devrait avoir les résultats. Voilà.
Donc là, on a une liste d'espèces qui s'affiche. C'est un peu comme une recherche Google, hein. Donc le résultat le plus probable s'affiche en haut. Donc là, on a effectivement Sananta virgata avec un assez bon score de probabilité. Donc a priori, c'est bien cette espèce-là. Donc il y a c'est un Sananta. 66% de chances que ce soit la Sananta virgata. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et qui est une plante endémique? Oui, c'est une plante endémique de Calédonie qu'on appelle fausse bruyère aussi et qu'on retrouve vraiment partout dans le maquis et là ici en bord de rivière aussi, soit sous forme de petits buissons, soit ici comme presque un arbuste déjà. Vous savez quoi? Moi je me sens venir là une âme de botaniste en herbe et je vois qu'il y a d'autres fleurs un peu sur le parcours. Ah alors, bah oui. Alors je vous laisse, Ah bah oui. je continue. Hein. Vas-y. Bon, on va aller en faire une ou deux nous aussi. Bon ben voilà, je crois que j'ai photographié toutes les plantes. Toute la flore de la nimbéa. Exactement. J'ai qu'une envie, c'est continuer. On se prend très vite au jeu. Ah bah oui, oui. Alors, par contre, il y a une question que je me pose, c'est l'indice de confiance. Alors, j'ai eu des indices qui allaient de 2 à 90%. Ouais, oui, de oui. quoi ça dépend, ça? En fait, l'indice de confiance, il va refléter la ressemblance entre les photos que tu as prises et les photos qui sont dans la base sur laquelle se base l'algorithme, en fait. Donc, si tes photos ne ressemblent à aucune autre photo qui est déjà dans la base, tu vas avoir un faible score de confiance. Par contre, si l'intelligence artificielle trouve des photos qui ressemblent beaucoup à la tienne, là, tu vas avoir un score d'autant plus élevé. Donc, plus il y aura de photos de cette espèce, et plus l'indice de confiance pourra être élevé. C'est ça. Et en Calédonie, puisqu'on a en moyenne une dizaine de photos par espèce pour l'instant dans la base, on a des scores qui peuvent assez grandement varier. Dans d'autres endroits, comme en France métropolitaine par exemple, on a souvent plus de 100 photos, voire plusieurs centaines de photos pour une espèce. Et donc là, l'intelligence artificielle forcément est beaucoup plus performante. Mais c'est en recrutant de nouveaux utilisateurs et en ajoutant toujours plus de photos qu'on va réussir à améliorer la performance de l'outil. Alors, comment ces photos, ces identifications arrivent ensuite sur le site d'Endemia? Alors les photos, elles sont dans un premier temps envoyées à la communauté PlanteNet. C'est la communauté qui va réviser de façon participative les identifications. Et ensuite, elles sont intégrées à la base de données de l'algorithme. Et ensuite, l'équipe PlanteNet, qui est basée en France, peut les extraire et les renvoyer aux partenaires locaux. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, ce sera Endemia. Donc on attend de recevoir leurs infos une fois qu'ils les ont exportées. D'accord. Alors, quelle est l'utilité au final de cet outil et des outils de sciences participatives en général? Alors là, c'est déjà une application de reconnaissance des plantes, donc ça permet à tout un chacun de mieux connaître la flore de son pays. Oui, j'ai pu l'expérimenter. Et puis c'est aussi une plateforme collaborative, donc comme l'expliquait Shankar, en fait, à chaque fois qu'il y a des photos qui sont prises, on améliore le système de reconnaissance de l'application, donc c'est-à-dire qu'on a des taux de confiance de plus en plus élevés. Et puis toutes ces informations pourront après aussi agrémenter la base de données d'Endemia. Et les scientifiques se servent de ces bases de données également? Alors oui, les scientifiques peuvent effectivement nous demander des données à Endemia et on peut extraire toutes les informations que l'on a, donc y compris celles qui proviennent éventuellement de sciences participatives, pour les transmettre à des scientifiques, à des bureaux d'études, voilà. D'accord. Bon, de toute façon, Endemia a besoin d'autres photos, même si elle en a déjà 35 000. Donc, moi, j'ai très envie de continuer. Tout est bon à prendre. Ah bah, ça tu vous peux. dit? Mais carrément. oui, on y va? volontiers. Ouais. Allez. Quel est le paysage des sciences participatives en Nouvelle-Calédonie et quel avenir pourrait-elle avoir ? Depuis les années 90, les sciences participatives ont connu une croissance remarquable en termes de nombre de projets auxquels participent notamment les non-scientifiques et même les professionnels. Qu'en est-il en Nouvelle-Calédonie, Hubert? En Nouvelle-Calédonie, mais d'abord dans l'outre-mer français, on a recensé 145 projets de sciences participatives. C'est une étude récente menée par l'OFB, le Muséum et les CNRS. Et la Nouvelle-Calédonie arrive en tête avec 21 projets de sciences participatives actifs à ce jour. Alors, parmi ces projets, on trouve notamment celui sur le recensement du cagou, le signalement des pétrels et des puffins en danger, le suivi des oiseaux terrestres,
le recensement des mammifères marins, le suivi des serpents de mer, celui des raies et des requins, le suivi des sites de ponte des tortues marines ou encore l'inventaire des champignons. Les thèmes sont assez diversifiés et bien souvent ces projets sont portés par des associations, mais ce ne sont pas les seuls acteurs des sciences participatives. Alors ce sont les acteurs principaux, beaucoup sont portés en effet par des associations locales, mais certains sont portés par des ONG comme nous et aussi de plus en plus par les instituts de recherche. Il y a différents types de projets de sciences participatives. Il y a tout d'abord les projets de suivi d'un milieu à un rythme, sur des sites précis, à un rythme précis. C'est le cas du RORC, le suivi des récifs coralliens qu'on a vu dans le reportage. C'est le cas du STOT, le suivi temporel des oiseaux terrestres mené par la SCO, où chaque observateur, une fois par an, au même endroit, dans un carré de 2 km par 2 km, va recenser tous les oiseaux pendant 5 minutes sur chacun des 10 points à l'intérieur de ce carré. Tu as également les projets de sciences participatives où tu vas renseigner des fiches d'observation sur des sites internet. C'est le cas sur le site internet de l'IRD pour le blanchissement corallien, également mené par l'IRD Oréanet pour le suivi des pullulations d'acanthaster sur nos récifs, ou encore sur le site du CEN, signaler une espèce exotique envahissante. Et tu as encore un autre type de projet de sciences participatives qui repose sur le téléphone et des applis, où justement on va pouvoir renseigner en ligne des observations. C'est le cas du projet PlanteNet qu'on a vu avec Endemia, mais c'est aussi le cas de Sève que nous menons VVF avec Endemia pour le sauvetage des espèces végétales endémiques et qui permet non seulement de localiser des espèces dignes d'intérêt pour être préservées, mais aussi quand est-ce qu'elles fleurissent, quand est-ce qu'elles fructifient, ce qui représente des données extrêmement importantes pour le sauvetage et la conservation de ces espèces. Et donc développer une communauté de citoyens au chevet de cette flore menacée. Quelle est l'utilité au final de ces projets de sciences participatives ? C'est du gagnant-gagnant entre le porteur de projet de sciences participatives et puis le citoyen collecteur. Pour le citoyen collecteur, il va apprendre. Il va apprendre à reconnaître des animaux, des plantes, et il va avoir une veille citoyenne, un niveau de compétence qui va augmenter. Comme j'ai pu le faire à UVA en suivant la formation sur le suivi des récifs coralliens. Exactement. Et puis de l'autre côté, le porteur de projet, devient en capacité de collecter de la donnée qu'il ne pourrait pas collecter lui-même, parce que les espaces sont trop grands, parce qu'il faudrait beaucoup de temps et que ça coûte de l'argent. En s'appuyant sur le réseau de citoyens du territoire, ça devient possible. Oui, tout à fait. Alors justement, en parlant de ce réseau de citoyens du territoire, il y a un petit réseau qui est très connu à Nouméa. Ce sont de véritables vedettes maintenant. Je parle des Fantastic Grandmothers qui régulièrement vont photographier les serpents marins de la baie des Citrons pour une scientifique de l'université qui a initié ce projet de sciences participatives. Et je te propose d'aller la rencontrer. Allons-y. Bonjour Claire. Bonjour Elisabeth, bonjour Hubert. Bonjour Claire. Alors, Claire, tu as initié un projet de sciences participatives sur le suivi des serpents marins en Nouvelle-Calédonie et tu as notamment un groupe de femmes qui va plonger régulièrement à la baie des Citrons, qui fait des photos des serpents et qui te les envoie ensuite. Qu'est-ce que tu en fais ? Alors, ces photos, elle ne me les envoie pas à moi directement. Au début, elle me les envoyait par mail, mais maintenant, elle les dépose sur une plateforme de sciences participatives qui s'appelle iNaturalist. Donc, elles déposent leurs photos sur iNaturalist. Moi, je fais l'identification des espèces. D'autres personnes, pas que moi, tout le monde peut faire l'identification des espèces. Et ça me permet de recueillir des données sur où est présente telle ou telle espèce en Nouvelle-Calédonie, où elle vit. Donc ça, ce sont des photos de toutes ces femmes qui plongent, qui ont posté leurs images, les plus récentes par exemple. Voilà, donc là, récemment, Aline a déposé 2 nouvelles images de serpents marins. Donc par exemple celle-ci, la plupart ont déjà été identifiées. Tu vois, l'espèce apparaît en dessous, mais sur celle-ci, l'espèce n'a pas encore été identifiée. Donc je clique dessus et je vais proposer une identification. Donc je regarde bien la photo.
Tout le monde peut en proposer une? Tout à fait, tout le monde peut participer, tout le monde dans le monde entier. Donc j'ai des collègues scientifiques qui proposent des identifications, mais des amateurs, des non-professionnels peuvent très bien aussi participer. Donc c'est participatif avec les citoyens, mais aussi avec des scientifiques du monde entier, c'est ça? Tout à fait, et il y a énormément de participants sur les serpents marins qui ne vivent pas en Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie c'est un hotspot pour les serpents marins, donc beaucoup de gens d'ailleurs sont intéressés par nos serpents. Donc je regarde l'espèce, et d'après les caractéristiques, les dessins qu'il a, je me dis que ça doit être un hydrophis major. Après, il y a un autre indice aussi, hein, c'est qu'il a un poisson-chat dans la bouche. Oui, bien sûr, cette espèce ne se nourrit que de poisson-chat, donc effectivement, c'est un indice. Donc avec ça, je propose hydrophis major. Je peux valider mon identification. Et à ce moment-là, l'espèce, cette photo, dans quelques minutes, le temps que ça se charge, va apparaître avec l'identification hydrophis major, va être classée dans les hydrophis majors, et pour la répartition de l'espèce, on aura une observation supplémentaire. D'accord. Super. Et n'importe qui peut monter son projet de sciences participatives sur cette plateforme? Tout à fait. Donc moi, j'ai monté un projet pour recueillir toutes les informations sur les serpents marins de Nouvelle-Calédonie. J'en ai un autre pour recueillir toutes les informations sur la biodiversité de la BD. Mais effectivement, tout le monde peut participer, tout le monde peut ajouter des informations, tout le monde peut créer son propre projet pour recueillir des informations sur un groupe particulier ou sur un endroit particulier ou une période particulière. C'est vraiment un outil très puissant. Ça offre des perspectives incroyables pour l'avenir des sciences participatives. Tout à fait. Oui, oui, je pense que c'est vraiment l'avenir des sciences participatives. Et d'ailleurs, Endemia va certainement s'associer à iNaturalist pour créer une représentation locale pour pouvoir mieux organiser le fonctionnement localement. Très bien. Merci beaucoup, Claire. Merci, c'est un plaisir. Alors, on vient de le voir, Hubert, il existe quand même des outils collaboratifs vraiment importants pour développer des projets de sciences participatives. En face, on a un nombre de projets qui ne demandent qu'à exister. Au final, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour aller plus loin? C'est déjà de faire connaître ce type d'outils collaboratifs, iNaturalist, pour envoyer le message aux Calédoniens que c'est possible et que tout le monde peut participer et faire de la science participative. La deuxième chose, c'est qu'il faut donner la possibilité à nos enfants, leur offrir un temps scolaire dans leur programme pour faire de la science participative. Et puis enfin, tous les projets calédoniens ne sont pas connus au niveau national. Il y a une plateforme qui existe, Open Science Participative. Si tu y vas, tu auras 200 projets de science participative, tous hexagonaux. Alors que nous avons vu, il y en a 145 déjà recensés dans l'outre-mer français. Donc là, il y a vraiment un enjeu aussi de promouvoir ce qu'on fait déjà et ce qu'on fera demain. Alors, amoureux de la nature, si vous souhaitez participer à un projet de sciences participatives, c'est très simple. Si vous êtes plutôt côté mer, eh bien, il vous suffit d'avoir palmas, tuba, une petite combinaison pour la saison fraîche et de participer au suivi des espèces marines. Si vous êtes plutôt bouteille, voilà, ce sera donc un détendeur, un bloc et tout ce qu'il faut pour plonger. Et puis si vous êtes plutôt terrien, vous pouvez participer à l'observation des oiseaux en ayant une paire de jumelles ou une longue vue. Et enfin, si vous êtes plutôt geek, il suffit simplement de se munir des applications, on l'a vu, PlanteNet, on a également Mobi pour le milieu marin, et puis enfin Sève, dont tu as parlé tout à l'heure. Tout à fait. Merci Hubert. Merci Isabelle. Bon, j'espère que ça vous a donné envie de vous impliquer dans des projets. Parce que ce soir, on va vous parler de plein de choses et je pense que ça va vous motiver encore davantage. Donc, maintenant, je vais demander à nos intervenants de me rejoindre. Donc, pour Nouméa, notre partenaire Hubert Géraud, expert conservation et plaidoyer du WWF. Sandrine Job, biologiste marin, coordinatrice du RORC, que vous avez vu dans l'émission. Aurélie Fourdrin, coordinatrice Endemia.
Claire Goiran, donc enseignante-chercheuse en biologie marine à l'université. Et enfin, Hervé Jourdan, chercheur en écologie à l'IRD. Alors, et pour Koné, nous avons Malik Wedine, donc, qui est docteur en biologie en charge du programme de gestion et de conservation des roussettes Horizon Roussettes au sein de la province Nord. Bonsoir Malik. Voilà. Et Laureline Lafille, qui est responsable de la cellule de veille au sein du pôle espèces envahissantes du CEN. Bonsoir Laureline. Voilà. Alors ce soir-là, on a des spécialistes dans plein de domaines différents. Donc on a les oiseaux, on a les coraux, on a les plantes, on a les serpents marins, on a les geckos, mais pas seulement, les fourmis et tous les insectes qui grouillent en Nouvelle-Calédonie. On a les roussettes et les espèces envahissantes. Donc on a essayé vraiment d'avoir un beau panel de personnes. On a à la fois des représentants d'associations, mais aussi d'institutions et des scientifiques. Donc voilà, ça fait vraiment du beau monde. Alors, avant peut-être de commencer nos échanges, j'aimerais juste qu'on donne une définition assez simple des sciences participatives. Et pour ça, je voudrais laisser la parole à un scientifique pour le faire. Et je vais inviter Hervé Jourdan à nous donner cette définition. Donc, et surtout l'application que ça a derrière pour les scientifiques. Oui, je disais bonsoir à tous. Merci Elisabeth. Donc effectivement, les sciences participatives, comme tu l'as dit en début d'émission, c'est un mouvement qui a démarré dans les années 70. Donc on est sur des programmes en fait qu'on essaie de co-construire avec la société civile. C'est aussi parce que c'est important aussi pour la science. Dans ce monde mondialisé où on a de plus en plus d'accès à l'information, c'est aussi que la science qui reprenne sa place et d'inclure la société civile. Donc l'idée, c'est de construire un partenariat avec des observatoires, des citoyens, pour récolter des données. Alors ça peut être des données qui peuvent être de suivi de biodiversité dans le temps, ça peut être des suivis d'habitat. Et l'idée, c'est de proposer des protocoles aux citoyens pour multiplier la capacité d'acquérir de la donnée, qui puisse aussi avoir en retour vers la société, vers aussi les décideurs, c'est aussi d'impliquer donc dans la science les citoyens. Merci Hervé. Alors certains projets nécessitent simplement de faire de l'observation. D'autres, en l'occurrence, nécessitent quand même de recevoir une formation. C'est le cas, par exemple, pour le suivi de l'état de santé des récifs coralliens, Sandrine. Donc, il y a une vraie formation. Là, vous l'avez vu en accéléré, mais ça dure beaucoup plus longtemps que ça. Et ça nécessite aussi de s'appuyer sur les connaissances des gens qui sont sur le terrain, en l'occurrence, là, des usagers de la mer. Non, il faut l'allumer. Voilà. Okay. Oui, donc bonsoir à tout le monde. Oui, effectivement, pour participer, donc que ce soit au RORC ou au STOT, d'ailleurs, je me permets de parler du STOT puisqu'on a vraiment aussi des manières similaires de fonctionner. Il s'agit de faire des suivis qui soient... il faut que les données, en fait, aient le moins de biais possible entre les observateurs, ça c'est important, puisque ce sont des suivis qui sont faits à l'échelle du territoire. Donc, en fait, l'objet de la formation consiste déjà à apprendre aux gens ce qu'ils ont à faire dans l'eau ou pour les oiseaux, mais aussi à vraiment minimiser les sources d'erreurs dans les données pour que ces données soient justement utilisables dans un contexte scientifique. Donc là, effectivement, on rejoint la question d'avant, où cette science participative, il y a vraiment le mot « science » qui est vraiment au cœur de tout cela. La science, c'est pas forcément compliqué, mais par contre, si on veut que les données soient utiles, il faut vraiment qu'elles soient acquises de manière rigoureuse. Donc c'est l'objet effectivement des formations. Merci Sandrine. On l'a vu, il y a plusieurs méthodes. Maintenant, on va parler des méthodes et des outils des sciences participatives. Et parmi les méthodes, on a parlé de suivi, on a parlé d'observation, mais on peut aussi parler de gestion intégrée. Et là, je vais me tourner vers l'antenne de Koné, vers Malik. Donc, on va parler du programme sur les roussettes. Alors, je reprends mon petit... voilà. Donc, il existe plusieurs façons de mener des projets participatifs. Alors, Malik, est-ce que tu pourrais justement nous expliquer comment fonctionne Horizon Roussettes, donc qui est porté par la province Nord?
On n'a pas de son. On n'a pas de son, on va essayer de régler le problème rapidement. Ah voilà, bonsoir ça y à est. toutes. Bonsoir Malik. Donc, en effet, la province Nord a mis en place depuis 2021 le programme Horizon Roussette avec le soutien financier de l'OFB. Donc là, on va parler plutôt de gestion participative plutôt que de sciences. Et ce projet a été mis en place du fait qu'on s'est rendu compte que la réglementation ne suffisait plus. On a un déclin des populations de roussettes et des difficultés à faire respecter la réglementation avec des gros prélèvements. Donc, on a décidé de passer par la gestion concertée pour essayer de trouver la gestion la plus adaptée donc, aux roussettes, mais aussi aux pratiques et aux aspects socioculturels liés à ces espèces. Donc, dans le cadre de ce travail, on réunit 23 habitants et habitantes de la province Nord qui viennent bénévolement le week-end apporter leur contribution au sein du groupe de concertation. Et on leur a donné comme mission d'imaginer, de co-construire des propositions pertinentes de gestion pour l'avenir. Ces propositions seront présentées à la fin de l'année au forum Horizon Roussette, ce qui permettra à l'ensemble des habitants et habitantes de la province Nord de venir donner leur avis et recommandations sur les propositions et à la province Nord, du coup, de choisir sa gestion de demain en prenant en compte au mieux les populations. Alors Malik, vous avez également lancé une enquête sur les roussettes avec un questionnaire que tout le monde peut remplir. Qu'on trouve d'ailleurs au départ sur votre page Facebook. On va afficher un visuel, la page Facebook Horizon Roussette. Et donc, il y a un lien qui nous permet d'aller ensuite sur le site de la province Nord répondre à un questionnaire sur les roussettes. Alors, c'est pas le bon. Voilà, la page Facebook Horizon Roussette. Et ensuite, il y a un lien qui nous amène, voilà, enquête sur les roussettes. Et puis la troisième slide, voilà, ce questionnaire sur les roussettes et la réglementation en province Nord. Vous êtes toujours là, Malik ? Oui, donc on n'a pas l'image, mais ce questionnaire va servir en fait à évaluer les connaissances des gens sur les roussettes et la réglementation en province Nord, ce qui va nous permettre ensuite, dans nos campagnes de sensibilisation et de communication, d'insister sur les points sur lesquels les gens ont la connaissance la moins bonne, et donc optimiser nos programmes de sensibilisation. Ça va aussi être un moyen pour nous d'identifier certaines pratiques et certains avis des gens concernant la réglementation. D'accord, très bien. Donc oui, l'outil Facebook marche très très bien en Calédonie. Donc on a parlé tout à l'heure, on a vu iNaturalist, on fera une petite démonstration après. On a vu les applications, mais Facebook est aussi très utilisé. Et là, du coup, je vais revenir à Nouméa avec Hervé Jourdan qui ajoute depuis quelques semaines maintenant un nouveau projet à la liste des 21 projets de sciences participatives en Nouvelle-Calédonie. Et vous utilisez justement le support Facebook pour le signalement d'une petite abeille qui n'est pas tout à fait désirable en Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait. Donc, pour nous, c'est un peu une première pour faire de la science participative. Alors, c'est ça, rapproche ton micro, s'il te plaît. Rapproche-le de toi. Voilà. Bon, je recommence. Là, vous m'entendez ? Oui. Du coup, je disais, donc c'est effectivement un nouveau projet qui s'inscrit dans le cadre d'une thèse et de l'arrivée donc d'un insecte qui nous a surpris, en l'occurrence une abeille bleue. Et du coup, cette arrivée d'abeilles nous a posé de nombreuses questions, mais surtout de savoir comment elle se répartit et comment on pourrait essayer de comprendre les facteurs de progression. Et donc, on s'est dit, voilà, nous, on n'a pas les moyens de se répartir sur le territoire, et on s'est dit, finalement, comment on pourrait avoir un effet levier important de connaissances. On s'est dit, pourquoi pas solliciter justement la communauté, les citoyens. Et donc, du coup, on s'est dit, quel est le meilleur média en Nouvelle-Calédonie ? Et on sait très bien que les gens utilisent beaucoup Facebook. Et donc, on est parti sur l'idée de faire une page dans laquelle on a mis un certain nombre de contraintes
on va dire, pour que les gens, enfin contraintes, plutôt d'éléments standardisés pour nous donner des informations sur le lieu où ils peuvent observer cette abeille, le type de plante, la période de l'année. Et donc, en même temps, on fournit sur cette page des visuels introduisant cette abeille et les enjeux autour de cette abeille. Et pour nous, derrière, on répond aussi aux gens et on acquiert de la connaissance. Et in fine, dans quelques mois, on va produire une carte de répartition, mais également des projections modélisées pour dire quelle va être la répartition en Nouvelle-Calédonie et éventuellement aussi des éléments plus diagnostiques sur l'intérêt ou pas de cette addition d'espèces à la Nouvelle-Calédonie. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de noter le nom de la page. On peut peut-être la remettre à l'écran. Voilà, le suivi de l'abeille bleue Amegilla pulchra en Nouvelle-Calédonie. Alors, on se prend très vite au jeu. Vous allez voir que si vous allez sur la page, vous allez voir cette photo de cette abeille. Et puis, dès que vous allez sortir dans votre jardin ou n'importe où, vous allez regarder les abeilles de plus près. Et vous allez en trouver, vous allez les prendre en photo et vous allez les signaler. On se prend très très vite au jeu. Et je parle en connaissance de cause. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions ici à Nouméa ou à Koné ? Nous avons des ambassadrices qui vont vous passer des micros si vous avez des questions. Oui, on en a déjà une. Non, il n'y a pas de questions. Vous avez des questions à Koné ? Ah si, on en a une. Bonjour, quel est le problème avec cette abeille bleue ? Alors, c'est pas forcément un problème. Donc la question, c'est plutôt, nous, on travaille sur des questions de science qui sont finalement l'addition des espèces et l'arrivée de nouvelles interactions. Et la question qu'on se pose, c'est de mieux avancer sur ces questions-là. Et notamment, donc c'est une espèce qui potentiellement pourrait déséquilibrer le service de pollinisation, n'ayant pas coévolué avec la flore locale, puisque finalement, l'enjeu de la pollinisation, c'est une coévolution entre des plantes et des pollinisateurs adaptés. Là, on a un pollinisateur exotique qui arrive et qui pourrait peut-être déséquilibrer les services de pollinisation qui sont rendus, ou au contraire favoriser certaines plantes plutôt que d'autres, ou au contraire avoir un effet neutre. Et la question, c'est essayer de comprendre comment l'addition d'espèces interagit sur les fonctions dans les écosystèmes. Et donc, on n'a pas un avis. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal à un moment donné. Nous, on est en train de documenter l'arrivée de cette espèce qui nous permet de prendre en considération l'aspect aussi de l'anthropisation des milieux, parce que ce sont des espèces qui sont promues par l'homme. C'est aussi de profiler les espèces qui vont être promues par l'homme et quelles conséquences ça peut avoir. Donc là, on est dans l'acquisition de connaissances, dans l'interrogation de cette transformation par l'homme de la biodiversité. Et c'est là on a besoin des citoyens pour nous indiquer la gamme des plantes impliquées, la gamme des interactions, la saisonnalité, etc. Donc il n'y a pas de qualification bien ou mal à ce niveau-là, c'est documenter cette dynamique de la biodiversité et de s'appuyer sur les citoyens. Bonsoir, merci beaucoup pour le traitement de ce sujet. Une petite question, on dirait qu'il y a quand même beaucoup d'applications et de types d'initiatives comme ça. Et souvent, on a l'impression d'avoir un retour de la part des scientifiques où on peut douter de la valeur ou de la qualité des données. Nous, en tant que citoyens, quand on veut utiliser ces applications, quelles seraient peut-être nos solutions ou les pistes pour nous assurer, quand on les utilise, que ça puisse être vraiment utile ou exploitable ? Un peu, c'est ce que disait Sandrine tout à l'heure. L'enjeu, il est sur la standardisation et sur la qualification des données. C'est d'avoir des protocoles précis qui donnent un cadre, qui peut aussi s'appuyer, comme le disait Sandrine, sur des possibilités de formation. C'est-à-dire que tous les programmes de sciences participatives ne sont pas forcément juste un click and go, je mets une photo, etc. Donc c'est un petit peu ça. Et l'idée de la science participative, c'est vraiment justement aussi de mieux partager la science et les objets scientifiques et de donner des cadres, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... comment dirais-je, c'est aussi de donner aussi, il faut que les scientifiques fassent un retour vers la société aussi. C'est-à-dire que finalement, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a de la donnée qui est transmise et ensuite, il y a un retour qui est fait pour les gens pour que mieux
les faire appréhender les enjeux, mais également aussi qu'ils s'approprient mieux aussi l'intérêt de faire des suivis. Et donc en fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le citoyen qui donne au scientifique, c'est le scientifique qui fait un retour aussi vers le citoyen en transférant de la méthode scientifique et le cadre scientifique. Je me permets juste par rapport au récif, justement. Donc, il y a quelques années, en 2016, quand il y a eu un blanchissement corallien, il y a eu des appels à signalement qui ont été faits. Bon, nous, avec Paladalic, on a lancé des signalements comme ça aussi via notre réseau Facebook. Et suite à ça, je sais que l'IRD a mis en place son réseau de suivi Blanco. Si on demande juste aux gens, quand vous voyez du récif, des coraux blancs, vous manifestez, ben ça ne fonctionne pas. Parce que le corail il peut devenir blanc par rapport à plein de raisons. Ça peut être des acanthaster, ça peut être des drupellas, ça peut être une maladie, etc. Donc nous, par exemple, ce qu'on avait fait à Paladalic, c'est qu'on a mis sur notre page Facebook une espèce d'explication simple avec des photos en disant aux gens, attention, voilà, le récif, l'information dont on a besoin aujourd'hui, c'est du blanchissement lié à la température de l'eau. Donc, ça sera un phénomène qui serait plutôt massif, qui va concerner, qui va s'étendre, qui va concerner un grand nombre d'espèces, etc. Donc, on essaie quand même. C'est compliqué parce qu'on travaille sur la nature. Donc, la nature, elle est complexe à comprendre. Hein, voilà, on est tous d'accord là-dessus. Mais il faut effectivement qu'on puisse fournir un maximum d'informations au grand public pour qu'ils puissent nous donner une information qui soit véridique. Donc, il n'y a pas le choix. Effectivement, il faut faire des allers-retours en permanence entre les personnes qui gèrent ces réseaux participatifs et le grand public. Il faut qu'il y ait des allers-retours en permanence pour que le grand public apprenne et qu'au fur et à mesure des années, ces erreurs-là, en fait, elles ne se reproduisent plus, ce qui fait que notre réseau sera de plus en plus efficace. Mais bon, nous, dans le cadre du RORC, on a la chance d'avoir un petit groupe d'observateurs qu'on suit bien et qu'on encadre en permanence. Donc, on sait que les données, elles sont bonnes. Mais dès lors qu'on se dit, OK, par exemple, imaginons demain l'aurore que se développe sans encadrement, moi je dis attention, parce que la donnée, ça ne sera pas la même, quoi. Et c'est là-dessus que nous, on est en train de travailler, notamment dans le cadre de notre réseau, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire se développer l'aurore, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de se mettre à l'eau et d'étudier les récifs, mais tout en conservant une qualité de données. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir, et c'est ce qu'on est en train de faire, mais je pense que quand même dans la science participative, il ne faut pas oublier, souvent on voit, oh oui super, il y a plein de gens qui participent et tout. Non, moi ce que je dis, attention, il faut qu'il y ait un encadrement scientifique. S'il n'y a pas d'encadrement scientifique, la donnée derrière, elle est pas valable et elle n'est pas utilisable. Et donc le travail que fait par exemple Claire ou Hervé avec vos animaux respectifs, vous êtes derrière et vous contrôlez que voilà, tel serpent il s'appelle comme ça, l'abeille c'est bien la bonne, etc. Sinon on part sur n'importe quoi. Hein. Donc il faut quand même remettre les choses à leur place. La science participative, oui. Pour la sensibilisation, super. Mais si on parle de science, il faut qu'il y ait un contrôle derrière. Alors, Caroline, j'en profite, hein, puisque maintenant que je sais que tu es là, que je t'ai repéré, on a beaucoup parlé de la biodiversité qu'on peut observer autour de chez nous, y compris dans le lagon. Mais dans le lagon, on a des espèces qui bougent, qui voyagent entre lagon et haute mer. Et est-ce que c'est les sciences participatives, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer possible à l'échelle du parc naturel de la mer de Corail? Comme je sais que tu travailles pour cette institution, pour le parc, je te pose la question. Alors c'est vrai que la question se pose parce que pour le parc naturel de la mer de Corail, effectivement, on n'est pas dans une zone habitée. Donc quand on parle de participatif, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'usage. Donc bien sûr que ça peut s'envisager et bien sûr que sur des immensités maritimes et notamment une aire marine protégée comme ça, la science participative, donc, comme vous l'avez dit, elle contribue à améliorer évidemment la connaissance, mais elle va aussi faciliter aux fonctions des usages une gestion, moi j'ai envie de dire, beaucoup plus ascendante. Donc voilà, beaucoup plus intégratrice en fait pour une AMP, pour une aire marine protégée, des différentes parties concernées qui vont pouvoir se mobiliser aussi. Donc c'est quelque part aussi un atout. Voilà, et puis ça permet souvent aussi d'accroître
pour moi, l'acceptation en fait des enjeux de certaines règles. Parce que quand on parle d'air marine ou d'environnement qu'on souhaite protéger, souvent il y a des enjeux. Et derrière les enjeux, il y a des mesures de gestion et des règles. Et donc souvent, quand on est acteur, moteur, que ce soit des professionnels ou des citoyens, on arrive à effectivement mieux accepter des règles ou des mesures de gestion en augmentant ce qu'évoquait Hubert dans le petit film, finalement la prise de conscience. Donc la science participative, il y a un rôle éducatif. Donc oui, forcément, pour le parc naturel de la Mer de Corail, il y a un projet qui nécessite encore d'être cadré parce que, voilà, comme vous le disiez, toutes les données qu'on va pouvoir récolter, ça se réfléchit en amont, comment, dans quel cadre méthodologique, et puis de façon un peu concertée avec une multitude de co-gestionnaires. Voilà. Donc oui, bien sûr, c'est un enjeu fort. Merci beaucoup. Merci Caroline. Alors, je vous propose peut-être de revenir à terre et de partir à Koné. Donc, le grand public peut également participer au signalement des espèces exotiques envahissantes auprès de la cellule de veille du CEN qui coordonne donc plusieurs actions de communication et de sensibilisation sur ces espèces. Laureline, est-ce que vous avez beaucoup de retours, beaucoup de signalements sur le site internet du CEN ? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je suis responsable de la cellule de veille pour l'espèce envahissante au CEN. Donc, cette cellule de veille, elle existe depuis 2015. Et alors, nous, on fait appel à la mobilisation citoyenne pour répondre à deux objectifs, en fait. Donc, il y a un premier objectif qui est de recueillir de l'information sur les espèces envahissantes. Et le deuxième objectif, c'est de la détection précoce et la réaction rapide pour éliminer au plus vite toute nouvelle espèce exotique qui arrive sur le territoire. Et du coup, on a deux types de modes. On a la mode de la veille passive, où là, on fait vraiment appel à l'initiative des gens, des citoyens, donc qui veillent de manière passive tous les jours et qui vont faire appel à la responsabilité individuelle de signaler toute espèce suspecte. Donc là, on fait de la sensibilisation, mais on ne les incite pas sur des espèces en particulier. Et on a ensuite la veille active, où là, on va inciter la population ou nos partenaires à nous signaler des espèces en particulier sur lesquelles on a besoin d'avoir d'informations. Et ça peut être aussi sur des sites en particulier. Comme exemple, je peux citer par exemple les appels à signalement de bulbules à ventre rouge au front nord d'invasion, entre Tontouta et Paris par exemple. C'est des appels à signalement qu'on a fait pour mettre en place ensuite un plan d'action, un programme de lutte vraiment ciblé et qu'on a mis en place fin 2020 et fin 2021. Et donc aujourd'hui, cette boucle de veille, elle est bien opérationnelle. On a environ une centaine de signalements par an quand même, en tout genre. Et du coup, vous avez cité le site internet avec le formulaire de signalement qui peut nous être envoyé directement via le site. Il y a aussi le formulaire de contact pour nous envoyer des mails. On répond aussi évidemment sur Messenger avec Facebook, sur la page Facebook du CEN. Et puis, on a un numéro de téléphone qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 75 30 69, c'est le numéro de la cellule de veille, pour recevoir tous les signalements, les sollicitations des citoyens. Donc voilà. Est-ce qu'on peut rappeler le numéro de téléphone? On n'a pas bien entendu, Laureline. 75 30 69. 75 voilà, 30 69. Merci. Voilà, et du coup, c'est vrai que la mobilisation citoyenne, pour nous, a vraiment joué un rôle majeur dans la gestion des espèces exotiques envahissantes, que ce soit les espèces déjà établies sur le territoire. Ça nous permet de préciser leur lieu de présence, leur utilisation, leur cycle, etc. Et bien évidemment aussi dans la gestion de toutes les nouvelles espèces qui s'introduisent, pour pouvoir, c'est grâce vraiment à cette mobilisation qu'on peut les détecter le plus tôt possible avant qu'elles se naturalisent et qu'elles s'étendent. Et du coup, nous, derrière, on met en place une réaction rapide, c'est-à-dire le plus tôt possible pour pouvoir éradiquer l'espèce. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce que vous avez des questions ?
Une question. Oui, à Koné. Oui. Oui, bonsoir. Oui, c'est Glenn Newland de Tours, partie du plan de financement de l'UNESCO. Par rapport au produit que vous proposez, là, c'est vachement intéressant, mais il me fallait qu'il soit très, comment dire ça, abordable aussi pour la population, aussi bien en tribu que dans le village, qu'eux, ils veulent savoir les noms des plantes, surtout en nom commun et en nom à la langue. Parce que c'est ça que le problème. On n'a pas l'habitude, nous, d'utiliser les noms scientifiques ou les vrais noms d'emploi, qui des c'est très long. Et ce serait été intéressant de mettre aussi voilà, les noms communs, les noms, la langue des plantes et même des animaux, parce que je connais des gens à Tours, moi, même des Européens, hein, ils ne connaissent pas les noms des poissons. En français, ils connaissent tous les noms à la langue, parce que moi, ils ont été habitués à parler à la langue. C'est une excellente remarque, Glenn. Aurélie va apporter des éléments de réponse. Oui, merci pour votre remarque. Alors, on essaye au maximum de mettre les noms communs et les noms en langue. Malheureusement, toutes les espèces n'ont pas forcément de noms communs, en fait, à partir du moment où elles n'ont pas d'utilité pour la nourriture, pour la médecine, etc. Il n'y a pas forcément de noms communs. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter, si jamais vous voyez sur une fiche Endémia ou si vous utilisez Sève, si vous voyez effectivement que le nom en langue n'existe pas, il ne faut pas hésiter à nous le faire remonter et nous, on l'ajoutera bien volontiers. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, Hubert, tu as une question. J'ai le droit aussi d'avoir des questions. Non, c'était une réaction par rapport aux commentaires tout à l'heure de Sandrine sur la qualité, la solidité des sciences participatives. Il y a besoin en effet, alors, soit de formation, soit d'outils. Alors, il y a l'intelligence artificielle, on a vu qu'il fait un très bon travail, mais c'est aussi, pour certaines associations ou ONG, des supports didactiques qui vont aider le citoyen à sécuriser la qualité de sa donnée. Je prends l'exemple d'une ONG qui est présente en Calédonie, mais c'est pour un travail qu'elle a fait en métropole, c'est Noé Conservation. En 2006, ils ont lancé avec le muséum un programme de sciences participatives sur les papillons dans les jardins. Et donc, ça a été un vrai succès, puisque aujourd'hui, ils ont collecté plus de 1,8 million de données. Donc, c'est quand même énorme. Et c'est un réseau maintenant national de plus de 10 000 jardins qui sont suivis annuellement. Et donc, Noé Conservation fournit des supports pour que les gens reconnaissent les espèces de papillons. Alors après, les gens n'ont pas à reconnaître des espèces de papillons très rares, très difficiles, ou comme pour les quelques dizaines d'espèces de papillons sur les récifs, les poissons. Tu ne vas pas leur demander de reconnaître chaque espèce, mais sur la fiche, il va y avoir les papillons les plus évidents et les plus faciles à reconnaître. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant, parce que ça donne une photo annuelle du maintien, du retour ou de la disparition de la faune, de l'entomofaune, des papillons de nos jardins. Donc il y a un cadrage et c'est assez puissant, et le muséum valide et soutient et utilise les données de ce type de sciences, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Un Koné, des interventions ? Non ? Non. D'accord. Bonsoir. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Nadia Rio, présidente de la commission de l'environnement à la province Nord. Moi, c'est simplement une question. Je préconise toujours la gestion participative, mais je posais la question au docteur Malik, là, je dis,
est-ce que les forums et puis les choses, tout ça que l'on organise justement pour rassembler du monde autour d'un thème, c'est aussi de la science participative, en plus de ce que vous venez d'évoquer, là, les applis et les choses comme ça. Est-ce qu'on peut considérer que toutes ces organisations-là sont aussi des sciences, ça fait partie aussi de la science participative? Je me permets de répondre, au moins en partie. Dernièrement, on a fait un gros atelier justement sur comment pérenniser nos actions de suivi là, sur les récifs coralliens, parce que ça fait maintenant plus de 20 ans là, que ça se passe. Et le grand retour de tous les participants qui étaient là, on était je crois une vingtaine ou une trentaine, c'est que justement ces moments d'échange sont hyper dynamisants en fait. Ça permet des retours d'expérience des personnes depuis IAI jusqu'à la personne qui a tout haut, etc. Donc chacun est confronté à des problèmes et parfois ce sont les mêmes. Et en fait, c'est tous ces moments d'échange qu'on a, et notamment c'était super quand il y avait les forums pour les comités de gestion là, qui étaient organisés par le CEN. Et ça, c'était génial parce que c'est un moment où on parlait tous d'environnement et ça motive tout le monde à continuer dans ces sciences participatives. Donc moi, je réponds oui. Nadia, à ta question, qui est effectivement que c'est un super outil d'avoir des moments d'échange entre les différents acteurs des sciences participatives. Je voulais compléter aussi, c'est ça dans la science participative. En fait, ces moments-là, en fait, comme tu le disais, ça permet de potentialiser, etc. Mais c'est aussi un moment de vulgarisation et d'attirer de nouveaux citoyens vers la science participative. Mais comme on le signalait tout à l'heure, il faut rester vigilant. Il y a quand même des écueils méthodologiques. Il faut qu'ils respectent des méthodologies. Ces moments d'échange, ces forums, c'est le moment de partager une méthode, de la science, des informations. Mais effectivement, c'est dans les période de suivi où on va avoir vraiment la constitution de la science. Ces forums-là, c'est un peu la potentialisation autour des enjeux et de fédérer des gens. Mais voilà, donc ça crée un peu la dynamique. Mais après, c'est vraiment ne pas oublier la méthodo, voilà, les protocoles d'acquisition de données, la validation de la donnée aussi. C'est aussi quelque chose d'important dans la science participative. C'est aussi avoir la capacité d'éliminer les données suspectes. C'est-à-dire qu'effectivement aussi, il faut qu'il y ait vraiment un contrôle parce que toutes les données n'ont pas forcément la même qualité. Vraiment l'enjeu de la qualité de données. Et c'est là aussi dans ces forums où on peut partager cette idée de qualité de données. C'est quoi une donnée de qualité? Et c'est quelque chose d'important, d'éviter de rappeler la méthodologie, de rappeler l'intérêt commun et de partager aussi la démarche scientifique au moment de ces forums-là. Parce qu'il y a une démarche scientifique et qui doit être partagée pour le plus grand nombre. Dans un monde où la science peut faire parfois l'objet de certaines critiques, d'être dans une tour d'ivoire. Et donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est de co-construire, d'impliquer les citoyens pour mieux produire des connaissances de façon différente au service de la société. Alors, il y a un vivier important également pour les sciences participatives, c'est le milieu scolaire qui pourrait justement être acteur des sciences participatives. Ça pourrait être un moyen formidable à la fois d'enseigner les sciences et vie de la Terre aux élèves, mais aussi de renseigner la science. Tu en parles, Hubert, dans les choses qui restent à faire pour développer les sciences participatives. Alors, est-ce que c'est facilement envisageable ? Bon, mais moi, si personne ne répond, j'y vais. Mais moi, j'ai plein de trucs à dire, en fait. Bon. Vous voulez prendre la parole ou pas? Non, c'est bon. Alors, du coup, déjà, en fait, c'est déjà fait. Grâce au dispositif des aires éducatives environnementales donc, de la province Sud, tout ça, c'est déjà en cours depuis, Carole, depuis 5 ans au moins. Voilà, ça fait 5 ans, donc il y a un certain nombre d'acteurs qui sont tout le temps présents, donc effectivement au centre d'initiation à l'environnement, nous Paladalic, on est pour plutôt les côtés marins aussi avec le CIE, il y a aussi du travail sur la forêt sèche, sur les mangroves, donc il y a plein d'associations qui participent, et en fait l'idée de tout ça derrière, c'est que les enfants viennent sur le terrain pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes. Il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre qu'en faisant soi-même, donc en fait, c'est à poursuivre, mais attention, ça a déjà démarré depuis 5 ans et la province Sud est très, très moteur
dans cette thématique de l'éducation environnementale. Alors, en province sud, et qu'en est-il en province nord? Est-ce qu'il existe un équivalent? Oui. Oui, la classe verte. On me dit qu'il y a des classes vertes à Pointe-Août, je ne peux pas trop en parler parce que je ne connais pas. Par contre, nous, le CEN, on fait quand même des interventions dans les écoles. Cette semaine, par exemple, on est intervenu pour le bac pro au lycée de Michel Rocard. Donc, on sensibilise les élèves, en ce qui nous concerne, sur les espèces envahissantes. Après, est-ce qu'il y a d'autres projets? Oh, oui, il y a énormément. Hein, mais avec les enfants, donc, il y a la classe verte de Waté, vers Pointe-Août. Et ensuite, je crois que Jérôme Hubert aussi avait travaillé aussi avec des enfants à Guapin. Jérôme, tu me confirmes? Il y avait des projets aussi dans ce sens-là. Et on a aussi des classes, par exemple à Pointe-Digné, qui ont travaillé sur la plantation des mangroves. Donc, ce sont des petits projets comme ça par classe. Et donc, et on le sait parce que souvent, ils demandent des financements, des petits financements à la province Nord. Et on aide dans ce sens. Voilà. D'accord, merci. Bon, en tout cas, ça reste quand même encore à développer de façon plus importante parce que le vivier est très important. Oui, pardon, Carole. Non, on n'entend pas. Voilà, vous m'entendez? Oui, pardon. Oui, je me permets d'intervenir parce que justement, cette année, on a mis en place des aires éducatives en province Nord et une aire éducative à Ouvéa qui sont en train de se monter. Donc la procédure administrative est un petit peu longue, mais c'est quand même lancé, donc c'est quand même à signaler. Dans le même, c'est vraiment sur la base de la charte aire éducative France. Et donc, ça devrait, il y a 5 établissements pilotes, et donc on espère que c'est le début, et que petit à petit, en province Nord et aux îles Loyauté, il y en aura de plus en plus, comme le disait Sandrine, pour intégrer les élèves au cœur voilà, des découvertes et donc de leur apprentissage directement sur le milieu. Et également pour signaler que sur Pointe-Août, notamment, il y a quand même les élèves du lycée Michel Rocard avec des formations GMNF, donc milieu naturel et forêt, qui travaillent depuis déjà plusieurs années sur des parcelles de forêt sèche, sur la parcelle de forêt sèche de Tipinga, et qui sont à l'origine du tracé du sentier, de la création de panneaux, de la mise en place voilà, du suivi, d'arrachage d'espèces, etc. Donc ils sont vraiment au cœur vraiment de ces systèmes de participation, d'études participatives sur la province Nord, donc déjà depuis de nombreuses années. Et enfin, juste pour finir, et pour ne pas monopoliser la parole, pour dire que le collège de Mariotti va s'intégrer au projet RICODI qu'on a mis sur iNaturalist, puisqu'ils ont une aire éducative sur RICODI. Et donc, vu que le CE a créé un projet là, sur la plateforme, eh bien, ils vont pouvoir intégrer donc, leur observation et par l'intermédiaire des spécialistes, des passionnés qu'il y a sur cette plateforme, arriver à identifier leur espèce et donc progresser dans leur connaissance et dans leur projet de gestion de l'aire éducative. Donc il y a déjà pas mal d'élèves qui sont intégrés dans les sciences participatives un petit peu partout en Nouvelle-Calédonie. Merci Carole. Peut-être juste un complément. On fait beaucoup d'éducation à l'environnement en Nouvelle-Calédonie et pas encore énormément de sciences participatives. Et, parce que là, on a beaucoup parlé d'éducation à l'environnement, de projets. Et ce que j'ai vu dans les projets de CIE, justement, entre autres à Bourail, c'est que l'animatrice CIE ne fait pas découvrir le milieu ou seulement replanter des arbres aux enfants. Elle leur apprend également à mesurer
à diagnostiquer, mesurer les choses, l'érosion, dans quel état est le littoral, etc. Il y a des projets sur les déchets aussi que vous avez fait, où vous mesurez aussi la densité, le nombre de déchets. Et là, on rentre dans la science participative. C'est-à-dire que l'enfant commence à mesurer quelque chose dans son environnement. Parce que là, on est dans un espèce de grand fourre-tout qui est extraordinaire d'engagement des enfants pour leur environnement. Mais la science participative est quelque chose qui se nourrit alors avec l'action, avec la sensibilisation, mais qui est vraiment cette question de mesurer quelque chose dans son environnement et qui permet de distinguer un peu les projets. Il a recadré. Il y a quelqu'un qui veut parler, non, pour compléter ce que vient de dire Hubert, en fait, alors l'application Sève est vraiment toute neuve, mais elle a été faite aussi pour ça, hein. Si jamais il y a des collèges, des lycées qui veulent faire des plantations d'espèces endémiques ou mieux connaître les parcs qui entourent leurs bâtiments en faisant du suivi d'espèces, ils peuvent tout à fait utiliser Sève, parce que l'intérêt de l'application, c'est aussi d'avoir un suivi un petit peu sur le long terme, donc sur la phénologie de la plante, quand est-ce qu'elle est en fleurs, quand est-ce qu'elle est en fruits, etc. Donc c'est vraiment une application qui peut aussi être utilisée pour ça, et j'espère fortement que du coup les collèges et les lycées pourront s'en saisir pour mettre les élèves dessus, en fait, et que chacun puisse devenir un petit botaniste en herbe avec ça. Oui, moi, je vais peut-être... Ah, pardon. Je vais dire juste un petit mot. Vous m'entendez là? Oui. Oui, dans le film, j'ai entendu Hubert qui disait qu'il y avait une question de temps, dans l'emploi du temps des élèves. C'est ça qui est un petit peu rageant, c'est qu'il y a plein d'outils maintenant qui se développent. Il y a une volonté des institutions aussi de soutenir et de développer des projets qui sont déjà au niveau donc, de la connaissance de l'environnement, mais aussi qui s'orientent vers des sciences participatives. Et il y a un mur, en quelque sorte, à franchir, alors qu'on a un potentiel terrible, effectivement, avec autant d'élèves en Calédonie, autant de jeunesse. Et il y a un mur, là, au niveau institution, mais du côté de l'éducation, qui est difficile à franchir. Parce que ça ne rentre pas clairement dans notre enseignement français de faire des projets et des suivis de la science participative. Donc ça repose sur la bonne volonté des enseignants qui sont motivés, et je les encourage bien sûr à continuer. Mais il faudrait là aller plus loin, et c'est une démarche institutionnelle. Il faudrait faire un déblocage. Ici, surtout en Nouvelle-Calédonie, on a tant d'opportunités voilà. Donc, ces sciences participatives dans l'éducation, c'est de l'éducation. Donc, c'est de la science. Et pourquoi ne pas s'en servir? C'est vrai qu'on aimerait que ce soit beaucoup plus développé. Voilà. Merci Vincent. Oui, Hervé. Oui, je voulais juste rajouter un petit point là-dessus, comme le disait Hubert, c'est effectivement, il y a beaucoup de choses autour de la sensibilisation à l'environnement, mais effectivement, les sciences participatives, dans le milieu pédagogique, c'est l'opportunité de faire de l'innovation. Effectivement, il faut les accompagner, il faut les outiller, et c'est là aussi où c'est important, parce que ce qui va être important, c'est le cadrage aussi, et c'est de partager la démarche scientifique. Et effectivement, il y a sans doute des espaces, notamment au collège, pour mieux rendre en interaction, en fait, finalement, l'interaction à l'environnement, mais via une démarche scientifique et pour obtenir des résultats. Et l'intérêt aussi de faire du pédagogique, c'est ça peut être sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'au fil des classes, on pourrait avoir des suivis et accroître l'implication des jeunes à l'environnement. C'est de la sensibilisation, mais aussi c'est partager la démarche scientifique. Et avant tout, la science participative, c'est des protocoles, des démarches et effectivement pas simplement de l'action. Et ça aussi, c'est important. C'est cet encadrement-là aussi qui doit faire partie du jeu de la science participative. Mais effectivement, ça suppose aujourd'hui voilà, de changer un peu le logiciel et de voir effectivement que par cette action-là et par les nouveaux outils qui sont disponibles, on peut mieux sensibiliser à des démarches scientifiques. Mais il faut effectivement outiller les enseignants aussi et les encadrer.
Alors, il y a plein d'autres sujets environnementaux qui pourraient bénéficier de la mobilisation des citoyens en Nouvelle-Calédonie. Alors, Hubert, par exemple, est-ce qu'à l'échelle régionale, il y a des projets qui pourraient être inspirants pour nous ? Il y a plein de choses inspirantes chez nos voisins, tout proches. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, vous avez des projets très sympas qu'on pourrait, je me tourne, on n'aurait pas de représentant de la SCO ce soir, mais ils ont l'équivalent de notre Notu. Donc ils ont un gros pigeon endémique, le pigeon des bois, qui est un très beau pigeon qui est suivi chaque année maintenant. C'est Great Karoo Count, qui est un projet participatif pendant 10 jours au mois de septembre. Les Néo-Zélandais sont invités à observer et compter ce pigeon endémique, donc là où ils habitent. Et donc c'est quelque chose qui est récurrent et qui permet de collecter de la donnée intéressante pour les scientifiques et les gestionnaires sur l'évolution de leurs pigeons endémiques. Vous avez également un autre projet qui est très, très sympa et que je vous invite à visiter, Little, comme une poubelle Intelligence, et qui est très utilisé par les scolaires. Et qui, d'ailleurs, CIE fait des choses qui se rapprochent déjà, je trouve, de ce projet-là. Mais d'ailleurs, vous pourriez y participer parce que la carte est mondiale, en fait. Et qui implique les enfants à aller nettoyer une plage, mais avant, alors plage, bord de rivière ou milieu terrestre, les 3 environnements, et de compter les déchets, d'évaluer la densité sur 1000 m², le pourcentage de déchets plastiques. Et donc ce sont des choses assez faciles, assez accessibles, avec un encadrement d'enseignants sans haute formation particulière. Et la donnée est rentrée et ça crée des statistiques au niveau national vraiment intéressantes. Et la première ministre néo-zélandaise était venue saluer l'initiative, parce que véritablement, ça ne restait pas quelque chose pour des scolaires. Ça offrait une image de la question des déchets en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a ce type de projets qui sont à côté. Et ils ont même des plateformes, en tout cas il y en a au moins une plateforme où on vous présente les outils de sciences participatives existants, les opportunités de financement si vous voulez développer un projet, et également ils peuvent vous connecter avec d'autres porteurs de projets. Donc les Néo-Zélandais, ce côté-là, ont ce côté très pragmatique, et donc il y a une plateforme, vous tapez Participatory Science et vous allez tomber dessus, NZ, et ça c'est quelque chose qui serait inspirant aussi pour la Calédonie, de pouvoir avoir cette interface, parce qu'il ne s'agit pas de vouloir faire de la science participative, c'est bien de savoir ce qui existe sur notre territoire, et puis ce serait bien aussi de savoir qui peut nous aider à monter un projet, au-delà de e-naturaliste, mais parce qu'on a une grosse promotrice de e-naturaliste. On va y revenir, on va terminer justement avec une démonstration du site e-naturaliste. Sandrine, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, toujours. Moi aussi. Oui. On est un peu pareil tous les deux. Il ne faut pas nous mettre dans la même réunion. Oui, donc moi, c'est pour nous jeter un petit peu des fleurs là, à la Calédonie, parce que le réseau de suivi des récifs de Calédonie, c'est l'un des plus étendus au monde, au niveau nombre de stations de suivi, au niveau nombre de personnes qui s'impliquent. Donc, la plupart du temps, ça s'appelle le réseau Reef Check, donc évaluation des récifs, avec plus de 100 pays qui participent chaque année. Comment c'est fait ailleurs ? C'est beaucoup des étudiants en biologie marine qui le font, comme en Australie. Nous, on a vraiment cette capacité à avoir pu développer un vrai réseau participatif avec des monsieur, madame, tout le monde qui viennent dans l'eau. Donc ça, c'est bravo à tout le monde d'être venu faire cet effort-là. Parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, c'était simple à faire. Donc voilà, donc ça, c'est une bonne chose. Il faut vraiment démystifier la science. Moi, j'ai fait des études scientifiques, comme beaucoup de gens ici. Mais honnêtement, moi, j'œuvre pour que la science, elle soit beaucoup plus accessible.
C'est vraiment important de le faire. Et surtout de montrer que ce qu'on fait en Calédonie, en tout cas sur les récifs, c'est exemplaire. C'est en termes de pérennité, ça fait plus de 20 ans, c'est 100 personnes par an, c'est quasiment 100 récifs. Là, il y en avait 88, à l'heure actuelle, il y en a 94. Hein. Donc vous voyez que tous les jours, ça augmente le réseau de suivi. Et donc, voilà, c'est fait dans plein d'endroits, mais je pense que c'est les gens qui doivent s'inspirer de nous, en fait. Vive la Calédonie. Wow, merci Sandrine. Qui veut prendre la parole après ça? Alors, on vous l'a promis tout à l'heure. Oui, pardon. Oui, Malik. Oui, je voulais juste rajouter que par rapport aux commentaires de Sandrine, on a un peu le même résultat quand on parle des suivis qui sont faits sur les roussettes en Nouvelle-Calédonie, donc notamment en province nord, où il y a 30 gîtes qui sont comptés chaque année depuis 2010 par les gardes nature en collaboration avec des observateurs en tribu qui ont été formés au comptage et un suivi donc, qui, si on a les moyens, a vocation aussi à être étendu pour qu'il y ait plus de grand public qui puisse compter. Et aussi rappeler l'importance d'une autre forme de science participative qui a contribué fortement à l'amélioration de la recherche et de la connaissance en Nouvelle-Calédonie, c'est tout le partage de connaissances qui est fait directement par les gens, par leur expérience. Donc nous, dans le cadre des études sur les roussettes, ça nous a notamment permis d'identifier, cartographier les nids et les campements, de connaître les espèces consommées par les roussettes, les espèces végétales, ou encore de suivre les prélèvements, parce que les chasseurs contribuent aussi à nous faire des retours d'informations. Donc c'est aussi une autre forme de science participative vraiment enrichissante pour la recherche. Merci Malik. Oui. Je voulais juste rajouter un outil là qui est très présent là en province nord, notamment dans les communes, et aussi à disposition des associations, c'est le plan éducatif local, PEL qu'on appelle couramment. Et donc je prends l'exemple d'un PEL à l'initiative d'un groupe de femmes, d'une association de femmes de Pueblo, de la tribu de Yambé, qui tous les mercredis après-midi travaille avec les enfants, donc qui sortent mercredi après-midi, les enfants sont à la maison, et donc avec eux, ils travaillent par exemple cette semaine sur les déchets, donc ils ont ramassé tous les déchets et en même temps ils expliquent pourquoi cette action, et aussi le reboisement. Et pourquoi ce reboisement? Donc, c'est par l'intermédiaire de ce plan éducatif local. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on vous l'a promis tout à l'heure, une démonstration de cette plateforme collaborative e-naturaliste pour laquelle nous avons une experte ce soir. Voilà, elle nous a tous convaincus. Je pense qu'elle va faire la même chose avec vous. Ne soyez pas inquiets. Donc, c'est une plateforme collaborative. Oui. Ah, oui, pardon. Il y a une intervention à Koné? Oui, Laureline, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, désolée. Non, c'était pour reparler aussi un petit peu des scolaires, pour dire quand même qu'on ne fait pas, enfin, il n'y a pas rien. En y pensant, on a quand même aussi le lycée de Michel Rocard chaque année qui fait des chantiers de lutte contre les invasifs, par exemple, et du coup avec qui on travaille et qui nous remplissent quand même des fiches de chantier. Donc nous, on a quand même un retour là-dessus. Ça permet d'évaluer les méthodes appliquées selon les espèces. Et donc ça, je pense que ça peut rentrer aussi dans les sciences participatives. C'était pas encore assez exploité avec les scolaires, mais c'est vrai qu'eux font des suivis, s'ils mettent en place des suivis chaque année, on peut améliorer les méthodes et puis vraiment profiter de leurs actions, quoi. Voilà, c'est pour ajouter un petit truc au niveau scolaire. Merci Laureline. Donc on va passer à la présentation de cette plateforme collaborative, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a encore une intervention? Allez-y, hein.
On a un petit décalage. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon, on vous entend. Bonsoir, merci beaucoup pour les présentations et les interventions. Juste une petite question, mais je pense que Claire pourra peut-être y répondre en partie, vu qu'il s'agit d'une question au sujet des outils mis en place par rapport aux questions participatives. Là, on a beaucoup parlé des outils qui permettent de collecter de la donnée. Je me demandais si ces outils déjà également intégraient des dispositifs pour rétrocéder auprès des contributeurs les différents résultats scientifiques, que ce soit des publications, des rapports, des exposés, des posters, et dans quelle mesure, lorsqu'on s'appuie sur un large réseau de contributeurs et de fournisseurs de données, on a les outils pour après retourner vers eux et leur dire voilà à quelle production scientifique vous avez contribué, notamment quand on sait que c'est parfois délicat de distribuer publiquement des publications et que celles-ci sont souvent en anglais et souvent assez peu accessibles. Donc voilà, c'est plus une question autour des outils dans la partie retour vers le public, sachant que Paladalic a déjà, j'en vois des fleurs aussi à Paladalic, une belle longueur d'avance avec tous les travaux de petites cartes, de documents, d'exposés, de participation aux foires. Donc là, il y a déjà un très beau travail. Mais là, c'est de la ressource humaine. Je vous demandais si les outils informatiques que vous faites la promotion prévoient déjà ce type de dispositif. Je vous remercie. Donc, c'est moi qui suis chargée de répondre. Donc, oui, c'est une très bonne question. Effectivement, la science participative, ça doit aller dans les deux sens. Les gens qui fournissent de la donnée doivent avoir quelque chose en retour, sinon ça s'arrête très vite. Donc l'outil que j'utilise actuellement, moi, la plateforme, c'est iNaturalist, et c'est vraiment une plateforme de partage. Quand tu rentres même sans rentrer d'informations, tu peux en obtenir, et quand tu rentres des informations, tu as forcément un retour aussi. Ça permet de connaître par exemple la répartition des espèces. Donc je vais aller là m'installer sur l'ordinateur de Gilles. Voilà, on va passer à montrer. cette démonstration. Donc on va voir comment tous les citoyens peuvent participer à des projets déjà existants, mais également comment un scientifique ou une institution ou une association peut créer son propre projet de sciences participatives sur cette plateforme. Vous allez voir, c'est très intéressant, c'est très facile d'utilisation. Donc voilà, on va vous le faire en ligne, en direct. Donc là, on va commencer par un exemple simple, clair. Oui, voilà. Un observateur ou une observatrice t'envoie une photo que la personne a faite, par exemple, Voilà. à l'abbaye des Citrons, une photo d'un serpent marin. Voilà, un serpent marin, parce que évidemment c'est ça qui oui. m'intéresse. Mais ça marche pour tous les groupes animaux, végétaux, champignons. On peut mettre des observations concernant tout. Donc si vous allez à la mer et que vous prenez une photo d'un serpent, vous pouvez la rentrer dans iNaturalist. Vous allez à la mer, vous voyez un serpent, vous ne connaissez pas son nom, vous voulez savoir son nom. Alors vous la rentrez dans iNaturalist. Donc quand vous avez créé votre compte, vous avez... Attends, je reviens en arrière, on a été un peu trop vite. Quand vous avez, c'est très, très facile de créer un compte parce que ce n'est pas un truc commercial comme Facebook par exemple, donc on ne vous demande pas de données personnelles et vous ne recevrez pas de publicité. Donc à partir du moment où vous avez créé un compte, vous avez ce genre de page qui s'ouvre quand vous ouvrez la plateforme iNaturalist, et vous avez ici en haut à droite le petit bouton vert qui s'appelle Uploader, qui vous permet de télécharger une photo. Alors une observation, ça peut être une photo ou un enregistrement sonore. Par exemple, pour les oiseaux ou les grenouilles, l'enregistrement sonore permet d'identifier les espèces. Donc, Uploader, vous appuyez dessus, vous avez cette page-là, et ensuite, il faut choisir les fichiers qu'on fait rentrer. Donc, je choisis un fichier. Ici, dans mon ordi, j'avais justement, oh, quelle chance, une photo de serpent. Je la télécharge. Ouvrir, voilà. Tac. Et elle se télécharge. À ce moment-là, le logiciel télécharge ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire les informations concernant le lieu, si c'est en terrestre. Souvent, il y a un point GPS qui est pris par le smartphone ou l'appareil photo. Dans le milieu marin, sous l'eau, le GPS ne passe pas. Donc ici, on a simplement la date et l'heure qui sont déjà rentrées. Donc il y avait cette photo qui a été prise à telle date, à tel endroit. Le lieu a été rentré aussi, puisque apparemment le lieu était déjà connu. Et le nom de l'espèce, vous ne le connaissez pas. Et bien, vous cliquez là et vous attendez qu'on vous propose des suggestions. Et on vous propose que c'est un trichoréier laticoda. Il y a plusieurs espèces possibles. Donc là,
visuellement semblable, ça peut être une des deux. Bon, si c'est moi, je sais, j'ai regardé la photo en gros plan et j'ai vu que la tête, ici la tête, il a bien les lèvres jaunes, donc c'est bien un trichoréier jaune. Donc je peux choisir que c'est un Laticoda saint-gironci. Mais si vous ne le savez pas, c'est pas grave. Vous rentrez Laticoda ou vous rentrez même serpent. Si vous ne savez pas que c'est un serpent, vous soumettez l'observation. Vous voyez, en haut à droite, je clique sur soumettre l'observation. Et elle est enregistrée dans la base de données iNaturalist. Et à ce moment-là, elle est accessible à tout le monde. Même les gens qui n'ont pas de compte, tout le monde peut voir les photos sur iNaturalist. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Donc, ici, vous voyez, il y a besoin d'une identification parce que pour l'instant, elle vient d'être rentrée. Il n'y a qu'une personne qui a proposé un nom d'espèce. Ce n'est pas suffisant pour que ça soit validé scientifiquement. Il faut qu'il y ait un consensus. Donc, sur d'autres espèces qui sont déjà rentrées avant, elles ont été validées par d'autres personnes. Et à ce moment-là, elles ont la marque verte calibre recherche. Quand elles sont marquées en vert comme ça, calibre recherche, elles sont indexées dans les bases de données. Elles sont prises en compte pour la répartition des espèces pour la liste rouge, tout ça. Donc, les données sont accessibles à la communauté scientifique et ça permet aussi à tout un chacun d'avoir une identification des espèces qu'il a rentrées. Ensuite, les scientifiques, ce qu'ils peuvent faire, c'est créer des projets. Les projets regroupent des observations. Donc là, comme c'est sur mon compte, il y a plusieurs projets qui sont disponibles. En particulier, le projet Platyricodie du CIE, le projet Biodiversité de l'île au Canard du CIE aussi, Biodiversité de la baie des Citrons et, bien entendu, Serpents de Nouvelle-Calédonie. Donc les photos de serpents qui sont rentrées apparaissent. Vous voyez, la photo qu'on vient de rentrer, elle est déjà ici dans les observations récentes. Mais sans la qualité recherche, sans la marque verte de qualité recherche. Il faut attendre que quelqu'un d'autre valide le nom de l'espèce et à ce moment-là, elle sera indexée dans les bases de recherche. Si vous allez à la mer et que vous prenez une photo de serpent et que vous ne connaissez pas l'espèce, eh ben, vous allez donc sur iNaturalist, donc si vous tapez dans les projets serpents de Nouvelle-Calédonie, vous arrivez là-dessus, serpents de Nouvelle-Calédonie, où les 14 espèces sont représentées. Donc vous pouvez voir les différentes espèces présentes en Calédonie. Et voilà, les différentes espèces de serpents. Alors, je n'ai pas mis que les serpents marins, j'ai pris tous les serpents, parce qu'après tout, il n'y en a pas tant que ça des autres, des terrestres. Donc, en serpent terrestre, vous avez le petit serpent de terre et puis le boa des loyautés. Et vous voyez qu'il y a les différentes espèces. Donc, ça peut vous permettre d'apprendre à les identifier. Ça peut permettre aux scientifiques. Alors, moi, ce qui m'arrange, c'est que quand les gens rentrent les données, ça me permet de savoir où se trouve chaque espèce de serpent de Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est une donnée qui sera accessible pour moi, mais aussi pour tout le monde. Si vous allez sur une espèce, par exemple le trichoréier jaune qu'on vient de rentrer, qui est endémique à la Calédonie, vous cliquez dessus, et en dessous, là, ici en bas, vous pouvez avoir la carte de répartition. Où est-ce que cette espèce a été observée en Calédonie? Ça, c'est pas réservé aux scientifiques, hein, c'est... Alors, pourtant, d'habitude, quand je clique dessus, il y a la carte qui s'affiche. Gilles, c'est ton ordinateur. Tu sais le dompter mieux que moi, je suppose. Pourquoi, quand je clique sur la carte, ça ne fait pas carte? Ah, elle est dessous, merci. Bon, ça vous montre bien que je suis nulle avec les ordinateurs et que j'arrive quand même à m'en servir, donc ça veut dire que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. Et donc, vous voyez ici, où est-ce que ce serpent a été observé en Nouvelle-Calédonie? Tous les points rouges, tous les petits carrés rouges correspondent à une observation. Donc, il a été vu à l'île des Pins, autour de Nouméa, autour de Bourail, sur la côte ouest, dans le nord, sur la côte est, du côté de Touhou. Donc, vous savez où cette espèce a été observée. Donc, ça, c'est une information qui est disponible pour les scientifiques, mais qui est disponible au même niveau pour le grand public. Ensuite, les scientifiques, s'ils veulent s'en servir, ils peuvent télécharger les données sous format CFV pour une utilisation sur Excel. Les scientifiques ont accès aux données numériques, mais pour le grand public, vous avez les informations sur la répartition de cette espèce qui sont accessibles à tout le monde. C'est ça que j'aime bien dans iNaturalist, c'est que c'est vraiment du partage pour tout le monde. Tout le monde est à égalité. Les scientifiques et le grand public ont droit aux mêmes informations. Et donc maintenant, c'est utilisé aussi par le CIE pour le récif Ricodie ou l'île au Canard. Donc le projet Platyricodie ou Biodiversité de l'île au Canard, puisque le CIE maintenant gère ça aussi. Vous pouvez savoir, si vous allez à l'île au Canard et que vous voulez vous observer des espèces, vous ne savez pas quelles espèces sont présentes, et bien vous pouvez aller sur le platier
sur le projet biodiversité liée au canard et voir les 264 espèces qui ont déjà été observées là-bas. Donc si vous voyez un perroquet, par exemple, il y a des chances pour que ce soit celui qui a été le plus observé. Mais vous avez toutes les espèces qui ont déjà été identifiées à l'île au canard sont présentes là-dessus. Donc un projet, ça peut être pour un groupe d'espèces comme pour les serpents, ça pourrait être pour un lieu, ça pourrait être pour une période précise, par exemple pour le suivi des oiseaux à une période précise. Enfin bref, je trouve que c'est un outil très facile à utiliser, même pour moi, et très efficace. Donc moi, c'est l'outil que je conseille maintenant à tout le monde, et c'est pour ça que Endemia aussi se rapproche des gestionnaires e-naturalistes. Donc e-naturalist, c'est une plateforme au départ américaine qui a été créée, c'est marqué en bas de la page, si j'y arrive, voilà, en bas de la page. Évidemment, il faut faire défiler. En bas de la page, les photos se rajoutent. On y arrive. En bas de la page, donc, vous avez ceux qui gèrent cette plateforme, c'est National Geographic et l'Académie californienne des sciences. Donc, c'est géré par des scientifiques, pour des scientifiques, mais avec une option, une volonté de partager vraiment avec le grand public. Merci beaucoup Claire pour cette démonstration passionnante et très pédagogique. On va rallumer les lumières. Bon, tous convaincus? Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser à Claire? Oui, Aurélie? Alors, moi, je n'ai pas une question quand même. Je voudrais juste rajouter quelque chose à l'exposé de Claire, puisque tu l'as dit, qu'Endemia aimerait pouvoir monter une plateforme locale de e-naturalistes, ce qui permettrait de regrouper plus facilement toutes les observations de toutes les espèces, d'ailleurs. Vous pouvez d'ores et déjà, j'y arrive, créer un projet sur un endroit particulier comme l'a fait Claire, mais le fait d'avoir un projet de Nouvelle-Calédonie permettra de retrouver plus facilement toutes les observations. Donc je vous encourage vraiment à vous inscrire parce qu'on a un objectif précis. Pour pouvoir avoir une plateforme locale, il faut qu'on ait au moins 1000 utilisateurs en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir prétendre avoir notre plateforme à nous. Voilà, donc je compte sur vous. Vous n'êtes pas 1000 ce soir, mais je suis sûre que vous pouvez trouver 1000 amis. Le message est lancé. On est à combien aujourd'hui, Claire? Je ne sais pas. Je pense qu'on est quelques centaines. Oui, on peut le retrouver facilement sur le site. Toutes les données sont accessibles facilement. Je pense qu'on est à quelques centaines, mais je ne sais pas exactement combien. Donc effectivement, plus on est nombreux, plus c'est intéressant. Donc voilà, on va se motiver à aller sur e-naturalist. Alors moi, j'ai une toute petite question, Claire. Tu as montré tout à l'heure la carte avec la répartition donc, des individus qui avaient été identifiés. Est-ce que ça apparaît également pour les espèces protégées? Alors c'est une bonne question. Pour les espèces protégées, par exemple, les serpents, les tricorayés sont protégés en province sud. Leur localisation n'est pas floutée. Mais pour les espèces qui sont protégées, qui sont considérées comme vulnérables sur la liste rouge de l'UICN, même quand on rentre la localisation, elle apparaît, même quand on la rentre précisément, elle est très agrandie. La zone dans laquelle l'observation a été faite a été très agrandie. C'est pour protéger les espèces fragiles contre les braconniers. Par exemple, on a beaucoup d'espèces de lézards endémiques en Nouvelle-Calédonie qui sont malheureusement terriblement braconnés parce qu'ils coûtent très cher sur le marché international. Donc pour cela, si vous rentrez une photo de lézard, pas le margouillat des maisons qui est une espèce envahissante, mais un lézard endémique, la localisation sera automatiquement floutée. Donc il y a un système sur e-naturalist. Quand une espèce est identifiée, tout de suite, c'est relié à son statut liste rouge de l'UICN. Et si l'espèce est menacée, à ce moment-là, automatiquement, sa localisation est floutée. Ça, je m'en suis rendu compte très vite. Si vous rentrez une photo de tortue, par exemple, une tortue marine, la localisation sera floutée. C'est-à-dire que e-naturalist enregistre la localisation que vous avez rentrée, mais elle n'est pas visible pour le grand public. Par contre, les scientifiques qui ont un vrai projet d'étude sur cette espèce en particulier peuvent obtenir les informations auprès des administrateurs du site. Donc si e-naturalist fait une antenne en Nouvelle-Calédonie comme on voudrait le faire avec Endemia, à ce moment-là,
Endemia pourra mieux contrôler et décider quelles sont les espèces qui apparaissent floutées ou pas, parce qu'il y a des espèces qui apparaissent floutées mais qui sont pas nécessaires, dont il n'est pas nécessaire de cacher la localisation parce qu'elles ne sont pas forcément en danger ici. C'est des espèces qui sont en danger à l'échelle de l'océan Pacifique pour les espèces marines, mais pas forcément chez nous. Donc, par contre, il y a des espèces qui sont pas considérées comme en danger dans la liste rouge de l'UICN, mais qui sont protégées et que peut-être il faudrait flouter. Donc, le fait que iNaturalist puisse avoir une antenne locale nous permettrait de mieux gérer contrôler ces informations qui sont disponibles pour le grand public. Merci beaucoup, Claire. Une dernière question ou une dernière intervention, peut-être à Koné? C'est un outil qui vous a convaincu, iNaturalist, pour le public de Koné? Oui, Laureline. Tout le monde a dit oui, on est convaincu. Ah, bien, super. Mais je pense que dans la salle, les personnes qui sont là dans la salle, il y en a une bonne partie qui postent déjà ces photos sur iNaturalist. Donc je pense qu'on prêche déjà un public convaincu ici. Bon, alors, on va tous prendre notre bâton de pèlerin et puis effectivement essayer de promouvoir cette plateforme intéressante. Hervé, convaincu également? Oui, c'est iNaturalist. Peut-être encore un peu de travail, Claire, auprès d'Hervé. Non, je suis convaincu. C'est Stanford c'est parti scientifique, iNaturalist à la base, et qui était pour partager, pour permettre à tous les naturalistes de partager des informations. Après, à la base, comme on le dit, pour faire de la science participative, il faut avoir un projet, un objectif. En soit, de partager des informations naturalistes, c'est intéressant, ça donne des distributions, ça n'en fait pas un outil de science participative. C'est parce qu'on va créer un projet dans iNaturalist qu'on va en faire de la science participative. Donc voilà, c'est un outil à la base de partage d'informations naturalistes entre les naturalistes, où chacun, effectivement, va... Monsieur Tout-le-Monde peut aussi donner une identification. Donc, il y a aussi la possibilité du questionnement de la qualité de la donnée. Et effectivement, ça peut permettre à faire de la science participative, mais ce n'est pas une plateforme de science participative. C'était ça. Mais je suis convaincu de l'intérêt. Mais si on en revient à la question de la science participative, ce n'est pas à proprement parler une plateforme de science participative. Ça peut permettre d'en faire, mais voilà. Par contre, c'est tout à fait intéressant. C'est un outil intéressant pour la Calédonie, pour partager et pour mieux aussi, ça a une vertu pédagogique, de partager les beautés de la nature et notre biodiversité exceptionnelle. Voilà. Merci Hervé. Eh bien, merci au public, merci d'être venu ce soir à Nouméa, de vous être déplacé également à Koné. Merci à tous les intervenants. Et puis, nous, on se retrouve le 21 juillet sur le thème de l'agrobiodiversité ou comment la nature peut être utile, est utile à l'agriculture. Merci et bonne soirée.